Ma famille m'a exilé lors de Thanksgiving après 5 ans d'absence. Ma revanche silencieuse les fait maintenant paniquer. La descente semblait symbolique, perçant le gris familier et indifférent du ciel de ma ville natale, une métaphore visuelle parfaite pour le climat émotionnel que je suspectais m'attendre. 5 ans. Un gouffre immense de temps sculpté par l'ambition, la distance géographique et une préservation de soi nécessaire, bien que fatigué. Passé à naviguer dans l'énergie vibrante et anonyme de Berlin, tandis que la toxicité suffocante et de bas niveau de ma famille biologique reculait à travers l'Atlantique. 5 ans depuis que j'avais respiré cette combinaison spécifique de terre humide, d'ennuis suburbains et de rancœur tacite. Ce n'était pas une rupture nette et dramatique à l'époque, plutôt un démêlage lent et silencieux d'une toile invisible de dysfonctionnements enracinés, de rejets occasionnels et du poids écrasant d'être toujours l'étranger, le difficile, la déception qui s'est enfuie en Europe. La vie à l'étranger était devenue ma réalité, mon sanctuaire. La connexion s'était réduite au minimum stérile du chat familial obligatoire. Un fil déserté, ponctué des mises à jour, vaguement martyrisées de ma mère, des discours politiques prévisibles de l'oncle Lane, envoyés sans contexte, des photos floues de nièces et neveux devenant des étrangers, et l'occasionnel mème surprenant et plutôt normal de ma cousine Kelly, mon envoyée réticente du pays de l'agression passive que j'avais fui. Pourtant, en regardant la confirmation de mon vol il y a quelques semaines, une graine traîtresse et illogique d'espoir avait poussé quelque part dans le sol durci de mon cynisme. 5 ans, c'est long, m'étais-je raisonné. Certainement, les gens changent, évoluent. Peut-être que la distance physique avait favorisé un minuscule brin de perspective chez eux. Peut-être que mon indépendance durement acquise, la carrière que j'avais patiemment construite à partir de rien sans une once de leur aide, avait enfin fissuré leur perception ancrée de moi en tant que l'éternel raté. Peut-être, juste peut-être, que ce Thanksgiving ne se dissoudrait pas dans le même cauchemar ritualisé d'exclusion subtile, de regards pleins de pitié et de compliments déguisés en préoccupations familiales. Je m'étais même permis le dangereux, insensé luxe d'imaginer un autre genre de retour à la maison. Peut-être pas un moment digne d'un film Hallmark, mais de la chaleur, un câlin sincère, un simple et franc Brice, mince, c'est bon de t'avoir à la maison. Pure, magnifique et auto-sabotante illusion. La première note discordante de la symphonie de la déception inévitable s'est fait entendre dès que j'ai franchi l'immigration. Mon texte plein d'espoir, peut-être un peu trop joyeux, envoyé au groupe atterrit sain et sauf. Passe par la douane. Je récupère ma valise maintenant. J'ai hâte de vous voir. Fut accueilli par un immense, résonnant vide numérique qui se sentit plus froid et plus isolant que le hall d'arrivée immense. Les minutes s'étiraient en une éternité à regarder d'autres familles se fondre dans des embrassades en pleurs, l'air chargé de retrouvailles auxquelles je n'avais apparemment pas droit. Enfin, une seule et franche notification vibra contre ma paume de plus en plus moite. Maman. Prends un Uber. La préparation du dîner ici est un vrai chaos. Chaos. Pas de joie. Pas d'anticipation enthousiaste. Juste chaos. Mon arrivée, le retour du fils disparu pendant 5 ans, n'était qu'un autre obstacle logistique perturbant leur sacro-saint programme immuable de Thanksgiving. L'indifférence décontractée, l'absence totale de chaleur, frappaient comme un coup physique, net et frappant bien que des années de traitement similaires, mais préparés à cela. Cela devait être une blague, non? Une tentative terriblement mal exécutée d'humour ironique familial? Mais le suivi clarificateur, le petit emoji enjoué, n'est jamais venu. Debout, engourdi au bord de la rue des arrivées, battu par des vagues de retrouvailles des autres, me sentant profondément et intensément conspicieux dans ma solitude, j'attendais. 15 minutes d'agonie, déchiquetant mon espoir. Je scrutais chaque voiture arrivant, chaque visage émergeant des portes coulissantes, m'accrochant à la fantaisie ridicule de la fausse embuscade d'un accueil surprise. Rien. Un appel au portable de ma mère fut immédiatement englouti par l'efficacité anodine de son répondeur. Bien. Message reçu. Clair et net. Le trajet Uber de 30 minutes fut une descente silencieuse et grise, dans un abîme familier de rancœur bouillonnante et de résignation sombre, le paysage monotone et luisant de pluie à l'extérieur étant un parfait miroir de la désolation qui fleurissait dans ma poitrine. Mon fragile, stupide espoir mourut enfin quelque part le long de la monotonie de l'autoroute. Le retour à la maison commençait déjà à être exactement ce que j'aurais dû attendre. Ainsi, je me tenais là, échoué dans l'embrasure de la porte.
le fantôme indésirable de leur repas de Thanksgiving, absorbant la première volée d'hostilité de Bernice, Jared et maman. L'air crépitait de leur indifférence. Mes yeux parcouraient à nouveau la table encombrée, un mur solide et impénétrable de chaises occupées et de couverts étincelants. Aucun siège réservé, aucune attention accordée. C'était une performance délibérée et glaciale d'exclusion. La suggestion bourrue de l'oncle Lane, les restes laissés dans la cuisine, n'était pas simplement dédaigneuse. Elle ressemblait à une insulte calculée, renforçant ma position en tant que personne indigne de partager leur table. Avalant le goût amer de l'humiliation, je laissai ma valise tomber près de la porte dans un bruit sourd que seul moi semblais entendre, et je commençai le chemin solitaire vers la cuisine. Chaque pas faisait écho au vide intérieur en moi. La prise de conscience écœurante que mes espoirs naïfs d'un changement de dynamique étaient une pure fantaisie. La scène dans la cuisine était une confirmation brutale. Une assiette ébréchée contenant un monticule de purée de pommes de terre tiède, à moitié refroidie, à côté d'un tas triste de haricots verts grisâtres. Mon festin désigné, debout rigide près de l'évier, forçant la nourriture froide et insipide dans ma gorge, je ressentais un profond sentiment d'isolement. Leur voix dérivait clairement depuis la salle à manger, aiguë et négligente, disséquant ma présence. Sûrement qu'il attendait une parade, ricana Jared, le son grinçant. Il pense qu'il est trop bien pour nous maintenant, ajouta Bernice, venimeuse. Surtout, ne parle pas de politique, avertit maman encore une fois. Tu sais comment il devient toujours dramatique. Leurs mots étaient de petites flèches empoisonnées, atteignant leur cible. Les membres de la famille passaient pour prendre des boissons, leurs yeux glissant sur moi, renforçant mon invisibilité. Jared me percuta délibérément de l'épaule au passage, assez fort pour me faire trébucher. Pas d'excuse, juste un ricanement. Le mépris était palpable, suffocant. Plus tard, en me préparant mentalement, je demandais à maman où je dormirais. Son soupir exaspéré en disait long avant même qu'elle ne parle. Oh, c'est vrai. Ta vieille chambre est devenue ma salle de couture. Le bazar est dans le garage. Elle laissa une clé sur le comptoir. Le garage. Pas la chambre d'amis, pas le canapé. Le garage froid et humide, rempli de cartons poussiéreux, marqué de façon grossière « Brice ». Voir mes affaires d'enfance reléguées au même statut que du mobilier de jardin cassé ressemblait à un coup physique, un verdict final sur ma place, ou l'absence de place dans cette famille. Je m'affaissai sur une chaise pliante branlante, le sol en béton irradiant un froid qui pénétrait profondément dans mes os, le rire lointain de la maison comme un contrepoint moqueur. Pourquoi suis-je revenu ici? Pourquoi ai-je cru que cela pourrait être différent? La porte du garage grinça en s'ouvrant, tante Bernice m'observant comme un spécimen curieux. Un lent et pitoyable mouvement de tête. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour une vraie famille, annonça-t-elle bruyamment avant de se retirer, me laissant frissonner dans le froid symbolique et littéral. Une dernière tentative masochiste. Le dessert. Je suis allé dans le salon juste au moment où ils se sont rassemblés pour la photo de famille. Mouvant instinctivement pour me joindre à eux, l'oncle Lane m'arrêta net avec une voix forte et un sourire cruel. Hé, Brice, peut-être que tu devrais t'abstenir, hein? T'es parti tellement longtemps, tu es pratiquement une star invitée. Un rire aigu et excluant éclata autour de la pièce. Le rejet public fut absolu, brutal. Alors que je me tournais rigide pour partir, le soupir de ma mère me suivit comme une ombre. Il est toujours aussi dramatique. Il prend tout personnellement. L'injustice brûlait. Oublier mon sac nécessita un dernier retour humiliant. Jared, toujours présent près du réfrigérateur, ricana. « Tu fuis encore ?»« Je m'en vais !» je grondai, attrapant mon sac, ma voix serrée de rage refoulée, parce qu'être traité comme de la merde non désirée est intolérable. Il me heurta délibérément. Encore une fois, je m'arrêtai soutenant son regard arrogant un long moment, y versant des années de fureur et de déception. Puis, je sortis silencieusement. Mon téléphone vibra instantanément. Maman. Essaie de montrer un peu de gratitude qu'on t'ait laissé venir. Gratitude. Ce mot était une vile absurdité. J'ai réservé l'hôtel, récupéré mes cartons sous couvert de nuit, comme un réfugié récupérant ses possessions perdues, laissé la clé sur le comptoir sans cérémonie, et suis parti dans la nuit indifférente. L'espoir était mort, enfin. À sa place, une colère froide et dure commença à se cristalliser. Un plan commença à se former. Sortir de cette maison pour la dernière fois ne ressemblait pas tant à une fuite dramatique qu'à une échappée juste avant l'effondrement d'un bâtiment. L'air froid de la nuit, chargé de bruine, fut un choc bienvenu après l'atmosphère étouffante à l'intérieur.
Je ne me suis pas retourné. Le trajet en Uber jusqu'à l'anonymat stérile du Holiday Inn, dans la rue, fut un flou de phares qui passait, réfléchi sur le bitume mouillé, mon esprit une tempête chaotique d'insultes rejouées, de gestes dédaigneux et de l'écho final du rire cruel de l'oncle Lane pendant l'incident de la photo. M'enregistrer à l'hôtel Terne sembla étrangement apaisant. Les murs beiges impersonnels, la faible odeur de nettoyant industriel, le manque même d'histoire ou d'attente, offraient une sorte de sanctuaire bizarre. Cette boîte sans caractère semblait plus accueillante, plus mienne, que la maison remplie de mes parents biologiques ne l'avait jamais été. Première chose à faire, récupérer ma pitoyable vie dans des cartons du garage. Conduire ma voiture de location là-bas sous le manteau de l'obscurité se sentait absurde et clandestin, comme si j'effectuais une mission de sauvetage pour mon propre passé abandonné. Charger les cartons poussiéreux et qui s'effondrent dans le coffre, je ressentis une montée de colère, pas seulement face à l'humiliation récente, mais face aux années, aux décennies, passées à être traitées comme secondaires, jetables. Ce n'étaient pas juste des boîtes de bric-à-brac, elles étaient la preuve tangible de mon statut de note de bas de page de la famille. De retour dans la sécurité douteuse de la chambre d'hôtel, l'adrénaline commença à s'estomper, laissant derrière un vide douloureux et une rage bouillonnante. Juste au moment où je contemplais la perspective morne d'un dîner de distributeur d'hôtel, mon téléphone vibra avec cette dernière insulte prévisible de maman. Ne fais pas ça à propos de toi, Brice. Essaie d'être reconnaissant qu'on t'ait laissé venir nous rendre visite. Reconnaissant. Le mot explosa derrière mes yeux. Reconnaissant pourquoi? Pour le tarif de l'Uber? Pour les restes froids dans la cuisine? Pour le privilège de dormir dans leur garage rempli de toiles d'araignée? D'être publiquement moqué et exclu? La pure illusion, instrumentalisée, de son point de vue, son incapacité totale à voir leur comportement grotesque, était stupéfiante. Ce n'était pas de l'ignorance, c'était malveillant. Je fixai le message, la tyrannie polie et passive-agressive, et quelque chose en moi se durcit enfin, irrémédiablement. Pas de réponse. Supprimer le fil. Bloquer le numéro? Pas encore. Bloquer semblait trop définitif, trop comme cette fuite dont il m'accusait. Non, cette fois, il fallait quelque chose de différent. Pas la fuite, mais un désengagement stratégique. Seul dans le silence stérile de la chambre d'hôtel, les événements de la soirée se rejouaient en boucle, chaque vision plus irritante que la précédente. Le mépris flagrant, la cruauté décontractée. Le schéma profondément enraciné de me traiter comme un étranger, une obligation, un mal nécessaire à tolérer seulement quand utile. Et c'était là la clé, n'est-ce pas? Utile. Pendant des années, malgré la distance de milliers de kilomètres, j'étais resté inexplicablement, follement utile pour eux. Qui ont-ils appelé lorsque l'email de maman a mystérieusement cessé de fonctionner? Ou quand elle ne savait pas comment télécharger des photos sur Facebook? Moi. Qui a passé des heures à résoudre le vieux PC de l'oncle Lane par téléphone international, avec des lignes craquées parce qu'il ne faisait pas confiance à ces gamins du Geek Squad? Moi. Qui a organisé péniblement le chaos du Dropbox familial tous les quelques mois, en créant des dossiers, en étiquetant des fichiers, en s'assurant que Bernice pouvait retrouver ses documents fiscaux ou que Jared pouvait localiser ses vieux papiers de fuck? Moi. Qui a réinitialisé leurs mots de passe oubliés, navigué dans leur portail en ligne déroutant, expliqué des concepts technologiques de base avec la patience d'un saint, tout en se faisant simultanément reprocher comment j'avais tout compliqué et en subissant des reproches subtils pour les avoir abandonnés à cause de ma vie chic à l'étranger. Moi, moi, moi. J'étais le réparateur de la famille, le support IT non payé, l'assistant administratif, le bouc émissaire disponible 24h24 via WhatsApp. Ma récompense? De la condescendance, des critiques et un accueil de Thanksgiving qui consistait à manger des restes dans la cuisine et à dormir dans le garage. La réalisation me frappa comme un coup physique. Ils ne me détestaient pas pour être parti. Ils me détestaient pour ne plus être disponible à leur guise, tout en me méprisant pour avoir construit une vie indépendante d'eux. Ils avaient besoin de mes compétences, de ma compétence, mais ne pouvaient supporter le fait que je ne les avais pas besoin de la même manière. Ma fuite n'était pas le problème. Mon succès pendant mon absence l'était. Cela perturbait la hiérarchie familiale établie. Le récit confortable où Daniel Jared étaient les vedettes et moi, l'éternel acteur secondaire, de préférence hors scène. Allongé là sur le lit d'hôtel en mauvais état, fixant le carreau du plafond taché d'eau, les années de colère refoulées se cristallisèrent enfin en une résolution froide et dure. Cette fois, c'était différent. Je n'étais plus l'adolescent blessé qui fuyait dans la douleur.
J'étais un homme dans la trentaine qui avait construit sa propre vie, son propre succès, malgré eux, et j'en avais fini. Fini d'être leur réparateur. Fini d'être leur sac de frappe. Fini de chercher l'approbation de gens incapables de la donner. Fini de les laisser me traiter comme de la merde et puis demander mon aide 5 minutes plus tard. Ils voulaient que je disparaisse? Très bien. Mais ils allaient découvrir le vrai coup de mon absence. Ce ne serait pas dramatique, pas de porte claquée cette fois. Ce serait silencieux, chirurgical, un simple retrait de service. Qu'ils se débrouillent avec leurs propres impôts, leur propre Dropbox, leur propre portail HOA. Qu'ils naviguent dans le bazar qu'ils ont créé sans leur filet de sécurité. Je ne laisserai pas passer ça. Pas cette fois. Ils avaient clairement exprimé leur position. Maintenant, il était temps que je fasse de même, non pas avec des mots enragés, mais avec un silence délibéré et stratégique. Le jeu avait changé, et j'avais enfin compris les règles. Le silence attendu de la famille dura exactement une semaine. Juste assez longtemps, apparemment, pour qu'ils oublient la profondeur de leur propre cruauté, avant que les demandes inévitables commencent à s'immiscer dans le groupe de discussion, ignorant, comme prévu, l'énorme éléphant en décomposition de Thanksgiving dans la pièce. Tante Bernice d'abord. Brice, l'oncle Lane a besoin d'aide avec le portail des impôts fonciers. Il est encore verrouillé, la date limite approche. Débrouille-toi. Pas de comment ça va, pas de on peut parler, juste un ordre direct et brutal. Suivi rapidement par Jared, le Dropbox est un bazar. J'ai besoin de mes fichiers fiscaux de 2021 ASAP. Répare ça. Le pur, non filtré sentiment d'entitlement, arrivé si vite après qu'il m'ait traité pire que de la terre, était stupéfiant, presque comique dans sa prévisibilité. Ma réponse fut froide et directe au groupe. Impossible d'aider pour des tâches administratives tant que je n'ai pas reçu des excuses sincères de la part de tous ceux impliqués concernant Thanksgiving. Un silence suivi, épais et indigné. Puis le texte privé de maman, dégoulinant de manipulation. Brice, ce n'est pas à propos de toi. La famille a besoin que tu sois là. Ma réponse fut immédiate. Non. Ce mot unique me sembla comme fermer une porte en acier après des décennies de conditionnement. C'est ainsi que commença la grande retenue, ma rébellion silencieuse alimentée par des années de rancœur refoulée. Les conséquences apparurent avec une rapidité satisfaisante, presque immédiate. Les textos de l'oncle Lane à propos du verrouillage du portail fiscal passèrent de simples rappels impatients à une panique numérique totale à mesure que la date limite approchait. Vu. Jared laissa des messages vocaux de plus en plus agités à propos des fichiers Dropbox inaccessibles. Fichiers qu'il avait sans doute égarés dans l'équivalent numérique du sol, d'une chambre d'adolescent désastreusement en désordre. Ignoré. Bernice envoya un email hystérique, en mettant en copie la moitié du monde à propos de ses propres documents fiscaux, inaccessibles, dans le chaos que j'avais soi-disant laissé derrière moi. Lire le chaos qu'elle avait créé et que j'avais simplement cessé de nettoyer. Je transférais son email frénétique à toute la famille. Peut-être que quelqu'un d'autre peut aider Bernice. Le groupe de discussion, comme Kelly le rapporta plus tard avec une fascination morbide via des captures d'écran, se transforma en un chaos glorieux. Les reproches fusaient sauvagement entre Bernice, Jared et maman. Mon téléphone vibra. Maman. Sa voix était tendue de panique à peine masquée par la colère. Brice, la Shoah menace des amendes. De grosses, dès lundi. C'est toi qui gérais les paiements du portail. Tu dois régler ça maintenant. La désespoir était palpable, mais toujours encadrée comme étant de ma responsabilité. Tu m'as dit de ne pas créer de drame, maman, répondis-je calmement, reprenant son ton dédaigneux de Thanksgiving. Considère cela comme moi respectant tes souhaits et restant à l'écart des affaires administratives familiales potentiellement conflictuelles. Clic. Le bruit de son téléphone qu'elle raccrochait était une musique pure et incontestée à mes oreilles. Une petite victoire, peut-être, mais profondément satisfaisante. Ce n'était pas seulement un refus d'aider, c'était le fait de tenir un miroir devant leur propre dysfonctionnement, les forçant à confronter l'incompétence qu'ils m'avaient toujours déléguée. Kelly m'envoya un message direct peu après. OMG, c'est DEFCON 1 ici. Meltdown total confirmé. Maman pleure hystériquement, tante B hurle au sujet des poursuites. Sérieusement, qu'est-ce que tu as fait? Juste faire respecter les limites, Kel, tapais-je en réponse. Un sourire sombre effleurant mes lèvres. Apparemment, c'est un concept révolutionnaire pour cette famille. Emoji pouce en l'air. Ils ne pouvaient tout simplement pas le comprendre.
Leur sentiment d'entitlement ancré, leur hypothèse à vie de ma conformité, les rendaient incapables de voir mon inaction autrement que comme une attaque malveillante et inexplicable. Ils supposaient que le réparateur prodigue reviendrait finalement, la queue entre les jambes. Ils se trompaient profondément. Le silence inquiétant s'étira pendant des semaines après les tentatives de l'attaque à l'hôtel. Je m'étais installé dans une routine à l'hôtel, travaillant à distance, me reconnectant prudemment avec d'anciens amis, ignorant délibérément le trou noir là où ma famille avait été. Le silence de leur part était assourdissant, confirmant leur incapacité à offrir la moindre once de remords. Puis vint l'escalade officielle, envoyée par courrier recommandé, la lettre de M. Henderson, l'avocat stoïque de la famille. Elle détaillait formellement la date limite imminente pour la révision annuelle de la fiducie des biens de grand-père et soulignait l'exigence non négociable de ma signature en tant que bénéficiaire clé pour le versement en temps voulu du paiement, habituel des fêtes. Ne pas se conformer, expliquait la lettre avec sécheresse, signifierait un report indéfini. Bingo. Voilà, la jugulaire financière. Le levier que je n'avais pas recherché, mais que j'avais maintenant pleinement l'intention d'utiliser. Leur dépendance à cet argent, surtout avec Jared sans emploi, était leur vulnérabilité critique. Une résolution froide et calculée se forma. Il était temps de retourner la situation en utilisant leur propre système bureaucratique contre eux. Avec un soin méticuleux, je composai un email à M. Henderson, en copiant toute la famille anxieuse. Cher monsieur, Henderson, en raison d'engagements professionnels internationaux urgents et imprévus, nécessitant ma présence physique à l'étranger, pour une période indéfinie, une fabrication totale, bien sûr. Je ne peux malheureusement pas fournir la signature nécessaire pour la révision annuelle de la fiducie avant la date limite indiquée. Veuillez procéder avec les retards mandatés par l'accord de fiducie. Je vous informerai de mon retour éventuel. Cordialement, Brice. J'ai appuyé sur envoyer, le missile numérique lancé. Les conséquences, relayées via les messages frénétiques de Kelly et les captures d'écran, furent immédiates et spectaculaires. Panique pure. Les accusations volèrent dans le groupe de discussion comme des éclats d'obus. L'oncle Lane publia des diatribes incohérentes en ligne sur la trahison. Bernice menaça apparemment de poursuivre Jared à cause de fichiers manquants non liés, blâmant d'une manière ou d'une autre la crise actuelle sur lui. Maman était soi-disant hystérique, convaincue de la ruine financière imminente. Puis vint l'ultime attaque désespérée. Bernice et l'oncle Lane me coinçant près des ascenseurs de l'hôtel, leur visage masque de fureur à peine contenue. « Ça suffit, Brice !» siffla Bernice. « Tu fais du mal à grand-mère. Grand-père aurait honte !» L'oncle Lane se rapprocha, menaçant. « Signe ces putains de papiers, garçon. Arrête cette absurdité enfantine et laisse-nous avoir notre argent. » Leur rare entitlement, même maintenant, était époustouflant. « Tu veux ma signature ?» demandai-je, ma voix calme mais tranchante, soutenant le regard furieux de Lane. « Elle a un prix, simple, non négociable. » Je laissai les mots flotter. Des excuses individuelles, formelles, écrites. Je les énonçai clairement. De chacun d'entre vous présent à Thanksgiving qui a participé ou cautionné mon traitement. Pas d'exception. Jusqu'à ce moment-là, je laissai un petit sourire froid. La fiducie reste gelée. Bernice recula comme si elle avait été frappée. « S'excuser, à toi ?» Je n'attendis pas la réponse inévitable. Je me retournai, appuyai sur le bouton de l'ascenseur et montai dedans tandis que les portes se fermaient, les laissant là, impuissants, déjà en train de commencer à se disputer furieusement entre eux. Mon téléphone s'alluma immédiatement avec leur dernier salve pathétique. « Lane, tu gagnes. Content maintenant, serpent ?» Bernice. « Punir les innocents pour tes problèmes. » Pathétique. Jared. « Lâche enfantin. Signe et on te laissera tranquille pour toujours. » Ignoré. Bloqué. Supprimé. Le dernier souffle de maman. « On peut parler, s'il te plaît ?» Restait sans réponse. Le silence qui suivit fut absolu. Échec et mat, en effet. Appuyé sur envoyer pour ce dernier email au avocat, celui qui dictait mes conditions non négociables, des excuses écrites et individuelles de la part de l'ensemble du tribunal de Thanksgiving, m'a donné l'impression de fermer à clé une porte de coffre-fort sur un passé toxique. L'arrêt immédiat des textos frénétiques et des appels de Lane, Bernice et Jared fut presque déconcertant dans sa complétude. Même le « on peut parler » suppliant de maman resta sans réponse, un fantôme numérique solitaire sur mon écran. J'ai systématiquement mis en sourdine le fil de discussion du groupe familial, archivé des années d'histoire numérique douloureuse sans la relire. Puis, avec un profond sentiment de finalité, bloqué les numéros de Bernice et Lane. Jared et maman sont restés muets,
peut-être une forme détachée de curiosité morbide, peut-être juste de l'inertie. Mais l'engagement actif était terminé. La guerre d'usure, la campagne épuisante de manipulation, de culpabilisation et d'obligation instrumentalisées avait atteint sa conclusion. Échec et mat, livrés non pas par une confrontation explosive, mais par la puissance silencieuse et inflexible de la procédure bureaucratique et des limites clairement articulées. Plus tard dans la soirée, Kelly envoya un dernier message épuisé. Silence total ici maintenant, Brice. Comme étrangement calme. Personne ne parle dans le groupe. Maman ne répond à aucun appel. J'ai entendu de grand-mère que Bernice et Jared ont eu un dernier affrontement épique pour savoir à qui appartenait la faute du retard de la fiducie. Puis, ils sont tous les deux partis en furie. C'est fracturé, je crois, de façon permanente. J'espère que tu trouves un peu de paix. J'ai tapé en retour un simple, mais sincère « Merci, Kel ». Je le trouve. Parce que, me laissant tomber dans le silence stérile de la chambre d'hôtel, fixant les lumières indifférentes de la ville, l'émotion dominante n'était ni une rage triomphante, ni une amertume persistante. C'était du soulagement. Un soulagement profond, au plus profond des os, au niveau cellulaire. Le poids épuisant de leurs attentes, de leurs jugements, de leur négativité incessante, s'était enfin évaporé. Ce n'était pas la joie exaltée de la revanche. C'était le calme tranquille et stable de la libération. La satisfaction de les laisser se débattre dans le chaos qu'ils avaient créé n'était pas ancrée dans la malveillance, mais dans la justice. C'était l'acte simple, en retard, de réclamation, réclamant mon temps, mon énergie, ma paix intérieure, mon avenir, auprès de gens qui avaient passé une vie à me démontrer que j'étais simplement une ressource à exploiter, pas une personne à valoriser. Leurs angoisses financières imminentes, leurs relations fracturées, les conséquences de leurs sentiments d'entitlement et de leur incompétence, c'était désormais leur tempête à naviguer, pas la mienne. Plus maintenant. Une légère pincée de tristesse a effleuré mon cœur, pas pour eux, mais pour l'idée abstraite de famille, l'amour et le soutien inconditionnel que j'avais toujours désiré et jamais trouvé au sein de cette unité biologique. Ce rêve, cependant, était enfin, définitivement, mort. Et sa mort laissa place à quelque chose de nouveau. Là, debout, regardant la ville qui était devenue plus un chez-moi que ma ville natale ne l'avait jamais été, l'avenir semblait incertain, oui, mais il semblait aussi vaste, ouvert et entièrement béniment mien. Il était temps de partir, à la fois littéralement et figurativement. Il était temps de construire ma propre définition de la famille, ancrée dans le respect et la réciprocité. Il était temps de ne jamais, jamais revenir en arrière. Jamais revenir en arrière. Jamais revenir en arrière. Jamais revenir en arrière.